Mais derrière tout ça, il y a du réseau, il y a des contraintes et il y a déjà des problèmes qui se posent. Ouais, sujet très intéressant qu'on a abordé dans Tech & Co. C'était le Tech & Co de jeudi avec Bruno Zerbib, qui est le directeur d'innovation de Orange, et qui m'expliquait ça. Et je suis tombé des nues parce que franchement, c'est un sujet hyper intéressant. L'arrivée de GPT-4o inquiète les opérateurs télécoms parce que dans quelques mois, quelques années, lorsque on sera très nombreux à utiliser cette technologie, on va poser des questions à GPT-4o et lui nous répondra instantanément. Et en fait, c'est une charge monstrueuse pour les réseaux. Et Bruno Zerbib me disait qu'ils voient arriver ça comme ça, et ils sont très inquiets. Alors, ils sont en train de surdimensionner les réseaux, etc. Mais ils disent, heureusement qu'on a lancé la 5G, parce que la 5G va pouvoir nous permettre d'avoir ces échanges, ces énormes flux de données. Donc, c'est le choc. Et il nous expliquait que finalement, avec ton téléphone, la plupart du temps, tu es plutôt un client de download. C'est-à-dire que sur ton téléphone, tu reçois de la donnée, t'en émets un peu, mais pas beaucoup. Là, avec GPT-4o, ça change tout. Tu émets autant de données que tu en reçois. Et pour les opérateurs, c'est un sujet. C'est un sujet parce que ça va changer la structure des réseaux. Et ils l'ont imaginé, en tout cas, ils ont envisagé tout ça avec l'arrivée de GPT-4o. Je trouve ce sujet passionnant. Oui, faudra creuser faudra vérifier que c'est pas encore un peu une manœuvre, on va dire, visant à renforcer la place des opérateurs pour ensuite aller demander à ce que OpenAI ou autres mettent la main au porte-monnaie pour financer les réseaux et compagnie. C'est un peu toujours la même histoire aussi. Je sais pas si tu t'amuses de temps en temps à faire des speed tests, mais quand tu fais des speed tests, que ce soit en 4G ou en 5G, tu as beaucoup plus de download que d'upload. Oui. Parce que la technologie des réseaux aujourd'hui fait que ces réseaux ont été plutôt fabriqués pour que tu télécharges et non pas que tu envoies. D'accord ? Et le problème de GPT-4o, c'est que tu envoies autant que tu reçois. Oui, mais c'est déjà le cas avec la vidéo. Aujourd'hui, oui, mais tu envoies pas. Bien sûr, mais tout le monde n'envoie pas des vidéos tout le temps. Non, c'est sûr. Alors qu'avec GPT-4o, peut-être que s'il y a une adoption massive de cette technologie, ça va peut-être changer les équilibres de téléchargement et de chargement. C'est ça que mettait en avant Bruno Zerbib. Mais tant qu'on est dans le texte et dans l'audio, ça va. Mais c'est quand on passera au mode vidéo, là, l'enjeu sera vraiment là. Et tu as raison. Et GPT-4o, c'est aussi du multimodal et c'est de la vidéo. C'est par exemple, tu filmes quelque chose, il va te dire ce qui se passe. Imagine toute l'upload de vidéo que ça représente. S'il envoie toute la vidéo sur le cloud, comme ça va se passer dans un premier temps, effectivement, c'est la situation que tu décris. Maintenant, la tendance, c'est d'aller vers des modèles de plus en plus qui tournent en local sur les appareils. De plus en plus frugaux. Alors, frugaux et locaux, surtout, qui ne nécessiteront pas de connexion Internet, quasiment. Ça, c'est intéressant aussi. C'est la dualité, et de plus en plus, ça va être ça. Ça va être un mix entre ce qui fonctionnera en local, ce qui fonctionnera dans le cloud. J'aime ça. Frigo, locaux, Bruno. C'est très beau. Je pense que c'est vers là qu'on Ça pourrait être presque la conclusion, mais on n'y est pas encore. Il veut partir. Non, mais non. Allez. Attends, on est tellement bien, il y a la lumière, on a le micro. On est bien là, tous les trois. On a plus chaud que chez Microsoft. Ah oui. On raconte ou pas ? Oui, non, mais vous devriez, c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. C'est pas de leur faute. On aime bien vous raconter un petit peu les dessous. Avec Jérôme, on est allé à une présentation Microsoft dans Vivatech. Ils avaient loué une petite salle privée, tu sais, comme il y a derrière, derrière les stands. Et pour nous présenter Copilote Plus, on trouvait intéressant de découvrir tout ça. On arrive là-bas, Bruno. Il faisait... Alors, j'exagère pas. Il devait faire quoi, 10 degrés ? On se serait cru au Canada. 8 degrés. Parce qu'on était en fait en dessous une énorme clim. Et on arrive là-bas, tous les représentants de Microsoft malades, parce qu'ils sont là depuis hier. Ils n'ont pas réussi à régler le problème. Le speaker, il parlait comme ça. Il n'avait plus de voix, le speaker. Il n'avait plus de voix. C'était horrible. Et j'étais à deux doigts de rigoler parce que ça devenait ubuesque cette situation. Tout le monde était comme ça. Le gars de Microsoft qui expliquait le ChatGPT, OpenAI, etc., il n'avait plus de voix. Et nous, on était là comme ça. C'était un peu gênant. Tu vois, t'as encore de tout maintenant. Ah non, mais j'espère qu'on n'aura pas attrapé. C'est pas sûr que tu aies encore ta voix pour tes émissions de demain. Être aux États-Unis, tu te fais une fortune. Parce qu'après, tu peux les poursuivre. Bien sûr.
Mais bon, on est en France. Non, c'est mais correct. ouais, et puis on les aime bien Microsoft. Bon, avant qu'on passe à autre chose, est-ce que, toujours sur l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui vous a marqué sur le salon, que vous avez... Ben, ou l'IA, ou le nouveau meilleur ami de l'IA, qui est la robotique, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Non, mais moi, si je peux me permettre, je dirais que la semaine dernière, quand il y a eu coup sur coup l'annonce de OpenAI et Google, je me suis dit, on passe à une autre étape Ouais. de l'intelligence artificielle. Autant que toi, tu parlais de la nouvelle génération des robots, là, au niveau de l'intelligence artificielle, on s'approche, et le principe de Turing, là, ou le test de Turing, où on a l'impression de parler à un humain, là, on est, si on n'y est pas, on y sera jamais. Parce qu'avoir un temps de réponse, dans les deux cas, un temps de réponse d'une machine qui est de l'ordre de 233 millisecondes, c'est l'équivalent d'une conversation entre Jérôme et toi. C'est presque mieux que de la visio par Internet. Juin. Hein? Mais donc, c'est ça. Alors, on est à une expérience qui est presque humaine de communication et de rétroaction. Et ça, j'avoue que j'ai eu un petit frisson dans le dos quand j'ai vu ça arriver. Je me disais, on vient de tomber. Il y a un chapitre qui s'est fermé, puis il y en a un autre bien qui vient sûr, d'ouvrir. bien sûr. Ouais. Bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a vraiment passé un cap. Un dernier mot sur l'IA, moi je voudrais signaler à ceux qui nous écoutent, sur l'aspect véritablement sociétal qu'on évoquait tout à l'heure. On sait qu'il y a le message rassurant par rapport à l'emploi, il y a aussi le message rassurant par rapport à IA for good, IA éthique, hein, il y a marqué IA éthique sur plein de stands ici à Ouais. Vivatech. J'ai interviewé, moi, quelqu'un le directeur de l'organisme qui s'appelle make.org, qui essaye justement de mettre un peu, qui travaille avec qui vient de s'associer avec le CNRS, avec des grandes universités, pour lancer une initiative de commun démocratique. Alors c'est un mot qui veut dire, qui est un peu mystérieux. En gros, c'est définir des règles démocratiques pour les modèles d'intelligence artificielle, pour éviter que les modèles fassent n'importe quoi et piétinent les règles qui permettent à la démocratie de fonctionner. Donc c'est réduction des biais. Les biais, on les connaît, hein, par rapport au genre, par rapport aux origines ethniques, mais aussi par rapport au fonctionnement des groupes. Qu'est-ce qu'un groupe majoritaire, un groupe minoritaire, comment est-ce qu'on intègre ça dans des modèles d'intelligence artificielle. C'est super intéressant et c'est une initiative qui est française et qui mais va s'internationaliser. Donc je vous invite à écouter cette interview d'Axel Daucher de make.org. Ça me surprend que tu n'es pas revenu sur les propos de Yann Lecun. Alors Yann, oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, c'était pas banal, hein? Ouais. Quand il dit aux jeunes qui veulent s'intéresser à un boulot dans le monde de l'intelligence artificielle, de ne pas s'intéresser au LLM en disant que tout ça appartient déjà aux gros géants de l'informatique. Vous ne pourrez rien changer. Travailler sur le futur de l'intelligence Il a dit artificielle. mercredi lors de son intervention, mais tu sais que c'est pas nouveau, Bruno, parce que c'est la position de Yann Lecun depuis très longtemps, qui est pas facile à expliquer parce qu'elle fait vraiment appel à des notions techniques très puissantes, mais en gros, c'est ce qu'il appelle les modèles autorégressifs qui font fonctionner aujourd'hui OpenAI, etc. Et pour lui, c'est pas bon, et c'est pour ça que lui, il travaille sur le next-gen de l'IA, qui est une autre approche, mais là, on rentre dans des trucs mathématiques et autres qui sont extrêmement... Moi, je me méfie quand même. Il le dit depuis le début, ça. Tu vois, alors Yann Lecun, on le sait, immense respect, le pont de l'IA, mais... Il n'est pas neutre, c'est ça que tu vas dire. Il n'est pas neutre. Critiquer ChatGPT, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens, surtout quand on travaille pour Meta et qu'on a des années-lumière de retard par rapport à OpenAI. On perd toute crédibilité, même si c'est Yann Lecun. Tu vois ce que je veux dire? Ce gars-là, c'est normal, il est payé par Meta. Il fait partie de cette boîte. Comment veux-tu qu'ils disent OpenAI c'est génial, ChatGPT c'est la révolution? C'est pas possible. Donc, je pense que même s'il faut l'écouter avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de respect, parce que voilà, c'est Yann Lecun, je suis un peu méfiant de son parti pris, si tu veux, par rapport à la boîte qu'il emploie et qui le paye. Sans doute très bien, d'ailleurs. Alors, moi, je vais mettre une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Et voilà, c'est que, en fait, je pense qu'il défend la voie d'une certaine pureté scientifique. Je m'explique. C'est-à-dire que pour lui, pour arriver à la vraie, parce que c'est ça le but du jeu, à une intelligence artificielle encore plus puissante que ce qu'on a aujourd'hui, la voie royale, c'est celle de Yann Lecun. C'est
une autre approche, sortant des LLM, etc. Et c'est pour ça qu'il dit les LLM n'iront pas. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où les LLM actuels, OpenAI, avec la puissance matérielle qu'il y a derrière, qui permet de compenser tout ce qu'on croyait être des barrières technologiques. Typiquement, le délai, quand tu poses une question, on se disait, mais on ne pourra jamais avoir ça. On ne pourra jamais faire tomber ce délai-là. Ça y est, il vient de tomber avec Chat 4o. Grâce à tu sais, ça me fait penser à des voitures thermiques. On dit, mais on ne pourra jamais faire des trucs qui vont super vite, qui ont une super reprise et qui sont silencieux et qui ne polluent pas. Et en fait, en bidouillant et en mettant tout le savoir-faire technologique des ingénieurs de l'automobile là-dedans, on arrive à faire des voitures thermiques, c'est-à-dire avec une vieille technologie qui est pas bonne. Le moteur thermique, il a une mauvaise efficience par rapport à l'électrique, etc. Et on arrive à faire des voitures thermiques qui sont quasiment aussi bonnes que des voitures électriques. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette histoire-là, elle s'est reproduite plein de fois dans l'histoire des technologies. C'est-à-dire que la voie la meilleure scientifiquement n'est pas forcément celle qui gagne parce que commercialement, parce qu'avec en boostant telle et telle chose, en améliorant des technologies qui ne sont pas forcément très très bonnes intrinsèquement, on arrive malgré tout à faire la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que, rappelle-toi Bill Gates, c'était quoi, dans les années 80, il avait dit « Internet ne marchera jamais ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. C'est pas parce que tu es... on va dire, référent dans un domaine que tu ne peux pas te tromper. Non, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Tu as raison. Et aujourd'hui, moi, je vois plutôt le pragmatisme de la puissance d'OpenAI et de ChatGPT qui nous bluffe chaque seconde. Ok ? Donc, j'essaie de temporiser ce que tu dis, dans le sens où, voilà, Yann Lequin a sa vision des choses, mais c'est pas forcément la, comment dirais-je, la voie qui va gagner, qui va éclore demain. Ça qui va gagner. C'est ça le truc, tu vois. Ouais, et c'est intéressant. Voilà, rendez-vous dans 10 ans. Il nous reste un gros quart d'heure. Un mot de la mobilité, qui est une grosse thématique ici à Vivatech. Il y a pas mal de choses. Êtes-vous allé voir l'attraction du salon ? Attraction parce qu'en France, on ne l'avait jamais vu jusqu'à présent, c'est le Cybertruck de Tesla. Ça fait rire Bruno. François, je sais que tu l'as vu puisqu'on l'a vu ensemble. Ah bah oui. Mais toi, ça te bouleversifie pas, hein ? Non, écoute, non, je trouve que... bouleversifié. C'est vraiment la voiture de Donald Trump, quoi. Je trouve. Ah, c'est bon. Le Cybertruck. En version dorée, il faudrait. Non, mais même, je sais pas, ça représente l'excès, comment dirais-je, je veux pas faire de politique ici, mais c'est vraiment la démesure dans le côté inutile. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, chez nous en Europe, Ouais. peut-être qu'aux États-Unis ça a du sens, mais cette voiture, à quoi elle sert en fait? Bruno, quand tu traverses la Gaspésie, toi, en voiture, t'as ça aurait été beau, truc hein? comme ça? Non, mais j'aime l'image que tu donnes. On pensait que le Hummer était la limite. Eh ben non. Il a surpassé le Hummer, ce qui est quand même pas rien. Hein. C'est GM qui doit être déçu. Et c'est une hérésie, cette voiture. 3 tonnes 6, je sais pas combien, il y a centaines de chevaux électriques dedans. C'est la démesure totale. Non, mais, c'est sûr que Anne Hidalgo voit ça, elle tombe dans les pommes. Tu feras jamais rouler ça dans Paris. Je suis pas d'accord sur plein de choses avec Anne Hidalgo, mais c'est too much. Mais quoi. c'est pas fait pour nous. On est d'accord. Et de toute façon, elle va pas sortir en France. Non, elle est même pas autorisée. Voilà, parce que je sais pas quoi. Mais même en termes de sécurité, c'est-à-dire que par exemple, elle est tellement biseautée. Le design de cette voiture est tellement biseauté qu'elle est interdite en France parce que si elle heurte un piéton, le piéton il est capote instantanément. En fait. Oui, il y a des arêtes très vives, qui sont. Enfin voilà, donc cette voiture ne pourra pas sortir en France. Ou alors il faudrait changer la réglementation, ce qui à mon avis risque d'être un peu compliqué. Mais aux États-Unis, c'est pas la même chanson. D'abord en termes de volume, c'est l'équivalent des trucks dont les Américains raffolent. Voilà, moitié voiture, moitié camionnette, moitié camion. C'est un peu c'est la même idée, c'est la même chose. Et les arêtes en question, bon, si ça zigouille un bison au passage, c'est pas très très grave, quoi. Enfin, non pas qu'il y ait des bisons dans toutes les rues des villes américaines, mais je trouve que c'est un ovni sur 4 roues. Inventé par Elon Musk, qui ne sert pas à grand-chose. Ouais, alors, tu sais que tout le monde n'est pas de ton avis, parce que
Voilà, il y a on a je pense notamment, tiens, on va le citer parce que je sais qu'il nous écoute, c'est Emmanuel Oregano, voilà, bien sûr, d'électrons libres. d'Electron Libre et .info et Qui qui est lui attaché est de presse fan. Tesla aussi, je crois. Il est pas officiellement attaché de presse Tesla, mais il est fan de Je te Tesla. fais un bisou, hein, Manu. Je suis sûr qu'il serait ravi d'être là, Emmanuel, pour nous raconter tout ce qu'il adore dans cette voiture. Lui, il est monté à l'intérieur, il se pâme devant Il l'intérieur. se met nu dedans, je crois. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il adore. Et Bruno, comment tu la trouves, cette voiture? Écoute, j'aime pas ça. Il paraît que d'accord. technologiquement, c'est une merveille. Hein. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Oui, mais techniquement, c'est une Non, non. Tesla. Non, non, non. Merveille Ça, technologique, ça Tesla. va plus loin. Il y a une histoire de réseau interne qui est unique dans l'industrie automobile. Que même Elon Musk a jeté ça en pâture aux autres constructeurs automobiles en leur disant voilà ce qu'il faut faire maintenant, etc. Non, non, ça va loin. Hein, C'est une technologiquement. superbe réalisation d'ingénieur, on Ouais. s'entend. Ouais. Mais je pense que ça s'arrête là. C'est bon pour faire le tour du monde dans des foires comme ici, mais je pense que ça devrait rester là. Mais bon. Enfin, ça roule aux États-Unis. Moi, j'étais en Oui, je Floride sais. il y a un Même au mois. Canada, J'en ai vu garer le long de la route et qui circulait. Mais j'en ai pas croisé entre Montréal et la Gaspésie. T'en as pas vu? Ah non, non, non. Ça arrivera. Bon, enfin, c'est une des attractions. Il y a aussi les voitures chinoises qui font parler d'elles ici, qui sont beaucoup plus soft, hein, qui sont des SUV électriques, bourrées de tech, pas dégueu. Moi, je suis monté à bord d'une Xpeng avec le siège chauffant côté conducteur. C'est un petit bonheur. Vous savez que les massages en Chine, c'est un truc très important. Donc, hors de question de sortir une voiture qui n'a pas des sièges... Non, pas, j'ai dit chauffant, les sièges massants. Sièges massants, Quand pardon. même. Oui, parce que chauffant, ça existe. Oui, chauffant, ça existe. Mais ouais. même massant, ça existe. Sur des voitures haut de gamme, Oui, non ça existe. Ouais, sur les américaine voitures. aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais il y a, en fait, ils vont pas beaucoup plus loin que ce qui existe déjà sur les voitures européennes. Et pourquoi même les aller prix plus loin? sont- Si on va offrir ces voitures-là à rabais, Mais l'innovation des voitures L'instant. chinoises, Jérôme, je pense qu'elle est surtout sur le prix. ouais. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pas tant que ça. Non, mais pas Parce que aujourd'hui. ça coûte 60, 80 000, Bien sûr. 10 000 euros. Mais je pense que ça va changer. Ça va changer parce que ils savent très bien que s'ils veulent s'imposer sur le marché européen, occidental, on va dire, ils vont être obligés de casser les prix. Mm. Et c'est pas en sortant des voitures à 60 000 euros. 60 000 euros, tu vas acheter une Porsche, tu vas acheter une petite Porsche, tu vas acheter une BMW ou une Audi. Tu vois, tu vas pas te prendre une voiture chinoise aujourd'hui. Mais Bah, c'est la peut-être que question. demain, C'est la à question. 25, 30 000, 20 000 euros, Ah. peut-être que là, parce Sûr. que ils ont des supply chains qui permettent de faire des voitures à ces prix-là, alors que nous en Europe on aura beaucoup plus de mal. Et bien là, peut-être qu'ils ils casseront la baraque, tu vois. Mais ce qui est intéressant aussi, là encore, c'est la conception de ces véhicules qui sont... c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est des voitures qui sont conçues comme des produits high-tech, où on conçoit à la fois la plateforme matérielle et la plateforme logicielle. Hein, c'est ce qu'ils appellent le concept de Mais ça, software-based. ouais. Mais ça ramène à la voiture de Sony il y a quoi? Oui, Il y a la voiture de 4-5 ans, Sony, du quand CES. Sony avait fait Tout à peur aux constructeurs automobiles C'est en vrai. disant, vous savez, nous, on pourrait faire une voiture et vous savez qu'il y a déjà plusieurs composantes qui sont déjà dans vos bagnoles. Exactement. Et on n'avait pas compris en fait le message qu'ils voulaient faire passer, mais c'était déjà ça en réalité. C'était Alors c'est avec Honda hein, que Sony fabrique cette voiture. Maintenant, ouais. Elle devrait sortir en 2026. Ça va être intéressant de voir au CES Ah, le 2025. prochain, ouais. Ils vont sans doute nous en dire plus si c'était vraiment du fake ou s'il y a véritablement dans le pipe cette voiture qui devrait sortir. Mais non, à surveiller la Chine. Ça va être, Ouais. à mon avis, hyper intéressant. Alors, il y a Xpeng, il y a BYD aussi qui va arriver, enfin qui arrive là, avec des voitures aussi très intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, c'est la tech qui est importante. Le moteur électrique, la carapace de la voiture, elles se ressemblent toutes, ces voitures. C'est presque secondaire, ils achètent ça sur étagère. Mais après, ce qui fait la différence, c'est vraiment toute l'ingéniosité électronique Bien sûr. et l'interface, l'autonomie des véhicules, etc. etc. Et ça, merci Tesla, quoi qu'on dise. C'est Merci Tesla qui Tesla. a inventé ce concept-là. On est d'accord. Alors face à ça, il y a les constructeurs européens qui essayent aussi d'être présents à Vivatech. Donc il y a Peugeot qui montre un Ouais. concept Ben, car. il y a- Je ne sais pas si tu l'as vu, Bruno. Oui, Ouais. ouais, je trouvais intéressante. Au début, j'avais pas vu que c'était Peugeot. Je me suis dit, tiens, un Chinois. Oui. Je veux pas insulter personne, mais je pensais que ça... Et puis après, j'ai vu, c'est écrit Peugeot, mais ça fait très chinois. Ça fait très chinois. C'est une voiture sans. Enfin, le volant est réduit à sa plus simple expression. Hein. Ouais. C'est surtout des commandes. Ça ressemble aux démos qu'on voyait de Volkswagen à une certaine époque, quand on nous
présenter les voitures du futur. Hein? Mais bon, c'est un concept car, ça, de toute façon. Ouais. Et il y a nos amis de Software République aussi, qui est ce groupement entre non seulement Renault, mais aussi plein d'autres sociétés, Orange, Dassault Systèmes, Thales, je crois, etc. Et qui présente un truc qui est assez original ici sur Vivatech, hein, François. Oui, c'est une espèce de van. Alors, c'est qu'un concept encore. Espérons que ça arrive jusqu'au bout, mais c'est un concept de van électrique, donc fabriqué par Renault, où il y a énormément de briques de Software République, et notamment l'un des petits acteurs qui s'intègrent, c'est WeThings, qu'on connaît bien, et qui en fait arrive avec une espèce de cabine de téléconsultation qui est dans ce van. Et l'idée, c'est d'avoir une cabine de téléconsultation qui est ambulante, un peu comme les vendeurs ambulants qu'on a tous connus, tu sais, dans les petits villages, le boucher, le boulanger, qui passaient 2 fois par semaine. Et bien là, l'idée, c'est d'aller dans les déserts médicaux, là où il n'y a pas de médecin généraliste, pour pouvoir, pour les personnes qui en ont besoin, souvent ce sont des personnes âgées, en plus, dans ces coins-là, eh bien, de leur proposer, après, il faudra que tout ça se mette en place avec la sécurité sociale, mais pourquoi pas des prise de tension, des espèces de consultations itinérantes, en quelque sorte. Voilà, diagnostic auditif, visuel, et mais même plus loin, on imagine même, par exemple, avoir des éléments de radiologie. Oui, tout à fait. Il y a un petit appareil de radiologie qui peut être embarqué à bord. C'est une super idée, franchement. C'est vraiment chouette. Et en plus, le concept, en fait, là, c'est l'application, elle est médicale, ce qu'ils appellent un pop-up, en fait. C'est une espèce de cellule qu'ils mettent sur une base de véhicules utilitaires classiques. Mais ils ont déjà aussi le projet, ça peut être décliné sur d'autres thématiques. Ils ont, par exemple, il y a des trucs pour plus inclusion. Enfin, il y a différentes thématiques qui peuvent être explorées par Software. La santé n'est qu'un aspect, en fait, de ce van. Mais c'est vrai que ça répond à un besoin qui est une certaine désertification. Hein, il y a plein d'endroits en France où il y a de moins en moins de médecins, etc. Et ça permet. Et derrière, il y aura aussi de l'IA pour piloter l'envoi. Où, dans quelle zone envoyer, quel type d'équipement, quel type d'équipe, etc., etc. Et tout ça, il y a un logiciel qui est proposé pour... Il manque plus que les bornes électriques, en fait. Et on est bon. Ouais. Alors, je taquine, là, mais c'est vrai que... Il y a aussi un plan très important d'électrification. Voilà, d'électrification du réseau routier français, avec des plans très ambitieux de centaines de milliers de bornes électriques qui devraient être comme ça dispersées sur tout le territoire. Un dernier mot, les amis, en matière de mobilité. Il y avait quelque chose qu'on espérait peut-être voir à Vivatech 2024 et aux Jeux Olympiques, et que finalement on ne verra pas. C'est les taxis volants. Ouais. Hein? Ah, j'ai une info. Ah oui. Alors vas-y. Et sinon, j'en ai une autre. Alors vas-y, Bruno, commence, vas-y. Non, ben moi, la bonne nouvelle, c'est que vous les verrez, mais ils ne seront pas encore en version commerciale. Non, ils seront en démonstration, ils seront dans un coin. Au moins, ils vont être là, ce qui fait que Paris sera là, officiellement la première ville dans le monde à offrir un service de navette du genre. Ah ouais? C'est ce qu'on start chez l'Allemand. Alors, François. J'ai interviewé les patrons d'ADP. Oui. Au cœur du projet avec Volocopter. Paris. C'est vrai que le plan a été revu à la baisse parce qu'il y a eu plein de, de réticences politiques, notamment la mairie de Paris qui était contre parce que c'était une hérésie environnementale, ce qui est faux en fait. C'est pas une hérésie environnementale, c'est un hélicoptère électrique. Donc voilà. Et en fait, il devait y avoir des vertiports qui devaient être construits sur la Seine notamment à différents endroits de Paris pour que justement on puisse avoir des vertiports, enfin des navettes qui se créent. Il n'y aura pas de vertiports, mais le patron de ADP m'a garanti qu'il y aura des vols de démonstration pendant les Jeux Olympiques. La certification finale, parce que en fait, c'est très compliqué ce truc-là. Pour que cet hélicoptère électrique vole, ce drone électrique, il faut qu'il ait une certification qui est d'un niveau d'exigence incroyable. C'est comme si on certifiait un Airbus A321. Il faut qu'on soit sûr et certain que ça ne tombe pas en panne et qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Donc imagine un peu le travail que c'est. C'est un truc incroyable. Et ils sont au bout de cette certification. On ne sait pas si la certification aura lieu avant les JO, après les JO. Si elle n'a pas lieu avant les JO, il pourrait y avoir une dérogation pour qu'il y ait malgré tout, avec des ingénieurs à l'intérieur de ce drone, des vols de démonstration qui seraient gratuits.
Ouais. pour toutes les personnes qui veulent tenter l'expérience. Mais d'après ce que me disait le patron d'ADP, la certification, on serait au bout du bout et elle pourrait arriver au plus tard, en octobre prochain, où là, ça serait la certification définitive et on pourrait avoir un modèle économique de navette qui pourrait transporter les passagers, en fait. Donc, en fait, c'est encore en point d'interrogation pour les JO. Mais il y en aura Non, des JO. Alors, non, il y aura des drones volants Ouais. pendant les JO, ça c'est certain. Et ce sera Mais- quoi? Volocoptère, Airbus? Volocoptère. Volocoptère. Donc le gros volocoptère qui est ici à Vivatech. Hein. C'est exactement l'appareil. Il est énorme. Mais il y a une résilience de la part d'ADP parce que ça a été très compliqué cette histoire-là. Hein. Ils ont eu des obstacles dans tous les sens. Mais entre le gouvernement qui veut absolument pousser ça et ADP, ben, ils vont arriver à avoir quelques vols Ouais. de démonstration. Ouais, parce qu'il y a un côté un peu idéologique derrière. On sait que Idéologique, derrière l'opposition. et puis- Non, mais parce que c'est un truc élitiste. Effectivement, on est dans une ville. Jérôme, c'est notamment où on élitiste en pousse- 2024. Oui, Peut-être oui. que dans 20 ans, ça ne sera pas élitiste. Et forcément, enfin, je veux dire, la première maison qui a eu l'électricité, c'était des nantis. Tu vois ce que je veux dire, mais il faut passer par ça. Et c'est vrai qu'au début, ça sera une technologie qui sera réservée aux plus riches, peut-être aux plus courageux aussi, parce que monter là-dedans, bon voilà. Il faut des pieds. Mais peut-être que dans 20 ans, on dira, mais évidemment... On passera d'un 2 places à un 42 places. Ça va être beau à voir passer. Et justement, Et, Xpeng. et imagine le symbole que c'est pour la ville de Paris, pour la France, pendant les JO, ça serait les premiers drones électriques qui voleraient au-dessus de Paris. Ah bah oui, finalement. ce serait. C'est formidable. Ouais, ce serait formidable pour certains, ridicule pour d'autres. Mais comme tout, Géraud. Oui, Il y a non, mais des moi trucs je qui me sont- fais le porte-parole simplement de. Voilà, Oui. il y a des oppositions. Jérôme, très ça fait fortes. 30 ans qu'on parle de choses ridicules pour certains. Non. T'imagines? Ça en est qu'une Bon, plus, c'est les tout. amis, tiens, justement, je renvoie à l'interview, non, d'une part de Xpeng, et puis aussi, on parlait de Software République, d'Eric Fenton, qui nous dit tout sur ce concept-là d'espèce de dispensaire, enfin de médical mobile. Merci beaucoup, Bruno Guglielminetti et François Sorel, d'avoir été Merci à toi. pour ce débrief en audio et en vidéo sur Monde Numérique. C'était super. Je précise que, surtout, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires. J'en ai reçu encore plein cette semaine. Merci à vous. De noter le podcast sur toutes les plateformes. De participer au Tu peux mettre des sondage. notes négatives ou pas? Vous Ça allez marche. participer au sondage de Monde Numérique? Oui, tu peux mettre des critiques. Ah, ça Bon, c'est cool. tu as le droit. Non. Ah oui, c'est ce qui fait avancer le bouchon. Hein. Et puis tu dois aller répondre au sondage aussi. Ah, il faut aussi Dire voilà, quel âge tu as, quel métier tu fais, pourquoi Super. tu écoutes ce podcast. Moi, je suis ce que t'aimes, ce que reparti à t'aimes. Montréal. là, S'il faut Prêt à aussi que je me monter tape sur un drone électrique, enfin tout Ah ça. quoi. Tu repars à Montréal tout de suite, toi, Ben presque, oui. hein, Bruno? Moi, j'attends de suis fermer beau. le micro, je m'en retourne. Non mais déjà, on va se faire un dîner tous les trois ce soir. Oui, mais ça, bon, ça ne regarde que nous, en fait. Ouais, mais avant qu'ils partent. Avant qu'ils partent. Exactement. Et puis ça vous prouve aussi qu'on se retrouve pas que pour parler tech, quoi. Il y a des moments où on va parler des vrais amis en vrai, en dehors du micro, c'est ça que Mais tu pas voulais que. dire. C'est incroyable. Voilà. Je crois que Jérôme serait capable de mettre un micro pendant la poire écossaière. Non Moi, je vais regarder le pôle fleur dans le milieu de la table. peut-être. Allez, on se retrouve le mois prochain si vous êtes d'accord. On sera en visio, mais on sera là normalement pour un nouvel épisode du Grand Débrief. Merci les amis. Salut Jérôme. Salut à tous. Salut, salut. Le Grand Débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.